Ou 2003. Dans un hôpital parisien, une actrice que toute la France connaît repose dans un silence presque irréel. Son visage, marqué par une nuit tragique, ne ressemble plus tout à fait à celui qu'on voyait au cinéma. Les médecins parlent à voix basse, la famille se serre autour d'elle, comme pour retenir un souffle qui s'éloigne déjà. Quelques heures plus tard, l'annonce tombe. Marie Trintignant n'est plus. Et la France découvre que ce drame intime implique celui qu'elle considérait comme l'un des plus grands élans de sa vie. Pour beaucoup, cette disparition n'est pas seulement une nouvelle douloureuse, c'est un choc national. Marie n'était pas une figure quelconque du paysage artistique. Elle portait un nom qui résonne dans l'histoire du cinéma français, celui d'un père immense, Jean-Louis Trintignant, et d'une mère, Nadine, qui a façonné des films où l'émotion affleure toujours. Elle-même était devenue une présence rare, capable de bouleverser une scène d'un simple regard. Sa force était sa sensibilité, son intensité, cette manière de dévoiler une vérité intérieure que d'autres préfèrent cacher. Au fil des jours, une question silencieuse s'installe dans l'esprit du public. Comment une femme aussi lucide, aussi sensible, aussi profondément humaine, a-t-elle pu être entraînée dans une spirale qui l'a conduite à cette fin? Ceux qui la connaissaient parlent d'une artiste à fleur de peau, habitée par une quête d'absolu. Une femme qui aimait pleinement, sans demi-mesure. Une femme dont la confiance, parfois, dépassait la prudence. Dans les coulisses, dans les témoignages, dans les messages laissés par ceux qui ont partagé sa vie professionnelle, une vérité dérangeante commence à se dessiner. Derrière les apparences brillantes, un lien trouble prenait de plus en plus de place. Un lien où la passion brouillait les frontières, où les émotions devenaient trop lourdes, où les alertes se perdaient dans le silence. Et pour comprendre cette trajectoire qui bascule, pour comprendre l'histoire derrière les titres de presse, il faut revenir en arrière aux blessures d'enfance qu'elle portait en elle, à cette sensibilité qui faisait d'elle une actrice exceptionnelle, mais aussi une âme vulnérable. Car la vérité derrière ce drame n'est pas seulement celle d'une nuit, c'est celle d'une vie entière, façonnée par l'amour, la loyauté, le silence, et une confiance qui un soir d'été s'est retournée contre elle. Marie Trintignant est née dans un univers où tout semblait écrit d'avance. À Boulogne-Billancourt, un 21 janvier 1962, elle arrive dans une famille où l'art n'est pas un métier, mais une respiration. Sa mère, Nadine, façonne des films avec une douceur exigeante. Son père, Jean-Louis, traverse les décennies comme une figure incontournable du cinéma français. Autour d'elle, les plateaux de tournage, les scénarios posés sur les tables, les projecteurs qui s'allument deviennent presque un décor quotidien. Pourtant, dès l'enfance, Marie comprend que la lumière peut aussi projeter des ombres. La maison où elle grandit est élégante, cultivée, mais silencieuse. On y parle peu, on ressent beaucoup. Elle apprend très tôt que certaines émotions ne trouvent pas de mots. Elle observe, elle écoute, elle absorbe. Cette sensibilité immense devient son premier langage. Mais elle porte aussi une blessure profonde, celle qu'une enfant ne devrait jamais avoir à porter. Lorsqu'elle perd sa petite sœur Pauline, Marie n'a que 10 ans. À partir de ce jour-là, quelque chose se fissure doucement en elle. Le monde devient plus fragile, plus sérieux. Dans le silence de sa chambre, elle commence à écrire, à dessiner, à chercher une façon de comprendre ce qui lui échappe. À l'adolescence, le cinéma la rattrape. Elle tourne dans Série Noire, un rôle qui la transforme. Elle y découvre qu'elle peut canaliser ce qu'elle ressent, que sa sensibilité n'est pas un poids, mais une matière rare. Son regard intense, sa manière de ne jamais jouer mais d'exister dans une scène attire l'attention de nombreux réalisateurs. Claude Chabrol fait d'elle l'une de ses actrices fétiches. Elle devient cette présence magnétique qui dérange autant qu'elle fascine. Une artiste qui refuse de plaire, qui refuse surtout de mentir. Elle enchaîne les rôles de femme forte, blessée, libre, toujours en lutte. Ce n'est pas un hasard. Marie joue ce qu'elle comprend, elle joue ce qu'elle ressent. Elle joue ce qu'elle a porté jusque-là, sans jamais le dire. Entre les tournages, elle mène une vie intense. 4 enfants, des romances compliquées, des doutes qu'elle masque derrière un sourire discret. Elle semble avancer sans pause, comme si le mouvement la protégeait de sa propre fragilité. C'est dans cet élan que sa route croise celle d'un chanteur charismatique dont la force intérieure l'attire immédiatement. Leur rencontre scellera le début d'une histoire aussi passionnée que dangereuse, un lien qui peu à peu va emporter tout ce qui comptait pour elle. Leur rencontre ressemble d'abord à une collision entre deux mondes brûlants, lui, figure intense de la scène musicale, portée par une aura sombre et magnétique. Elle, actrice à la sensibilité vive, à la recherche d'un amour qui pourrait enfin apaiser les tremblements intérieurs qu'elle dissimulait depuis l'enfance. Dès les premiers instants, le lien est fulgurant. Ils se reconnaissent, s'attirent, se trouvent presque avant de s'être parlé.
Ceux qui les voient ensemble à cette époque parlent d'une énergie difficile à décrire, quelque chose entre la passion et l'urgence. Mais très vite, l'entourage de Marie remarque un changement subtil. Elle semble plus nerveuse, plus dispersée. Son téléphone sonne constamment. Sur les tournages, elle vérifie ses messages entre deux prises. Les conversations se font plus courtes, plus secrètes. Un maquilleur racontera plus tard que son regard se perdait parfois dans le vide, comme si elle tentait de calmer quelque chose à l'intérieur. D'autres collègues se souviennent de ses sourires forcés, de ses silences soudains lorsqu'on évoquait sa vie personnelle. Dans le cercle professionnel, les rumeurs commencent à circuler. Certains disent qu'ils les ont vus discuter vivement à l'écart d'un plateau. D'autres parlent d'une tension qui montait d'un jour à l'autre. Rien n'était explicite, mais tout le monde ressentait que quelque chose pesait sur elle. Le climat autour du couple devenait étrange, chargé, imprévisible. Malgré ces signes, Marie s'accroche à cette histoire. Elle y voit une possibilité de fusion, un amour capable de transcender ses blessures. Elle admire chez lui cette intensité artistique qu'elle pense reconnaître, cette façon d'affronter le monde sans filtre, et elle croit, sincèrement, qu'ils partagent la même quête d'absolu. Mais au fil des semaines, l'équilibre se rompt. La passion prend une forme plus exigeante. Les gestes d'attention deviennent de la surveillance. Les élans de tendresse se transforment en demandes pressantes. Les appels se multiplient, les visites improvisées aussi. Ceux qui travaillent avec elle remarquent qu'elle change. Elle maigrite, elle dort mal, elle semble respirer plus court. Un membre de l'équipe du téléfilm Colette se souviendra de son énergie fluctuante, de cette tension qu'elle dissimulait derrière son professionnalisme impeccable. Une amie proche dira qu'elle la voyait s'éloigner peu à peu, comme si un voile se posait entre elle et le reste du monde. Les paparazzis, eux, captent des images où leur regard semble lourd, presque trop lourd pour un couple supposé heureux. Le public n'y voit que l'intensité d'un amour passionné. Mais ceux qui connaissent Marie voient un autre récit, celui d'une femme qui se retrouve tout doucement enfermée dans une histoire qu'elle ne contrôle plus autant qu'elle l'espérait. Et derrière chaque signe qui apparaît, derrière chaque silence qu'elle garde, une impression se renforce chez ceux qui l'aiment, cette relation, qui avait commencé comme une évidence. Glisse lentement vers quelque chose de plus trouble, de plus lourd, de plus inquiétant. Juillet 2003, à Vilnius, où Marie tourne les dernières scènes du téléfilm Colette, l'atmosphère autour d'elle semble déjà différente. Ceux qui l'accompagnent sur le plateau notent qu'elle parle moins, qu'elle sourit plus brièvement que d'habitude. Son énergie oscille entre éclat de concentration et silence soudain. Elle semble porter un poids invisible, quelque chose qu'elle tente encore de contenir. Comme si un souffle trop fort pourrait fissurer ce qu'elle essaie de maintenir debout. Le 26 juillet, après une journée de tournage exigeante, Marie regagne l'hôtel où elle séjourne. Le couloir est calme, éclairé par une lumière jaune qui dessine sur les murs des ombres allongées. Personne ne sait vraiment ce qui s'échange derrière la porte de la chambre où elle rejoint celui qui partage sa vie. On sait seulement qu'un ton bas, tendu, se glisse parfois à travers les parois, suivi de silences trop longs pour être anodins. Selon des témoins qui se trouvaient sur le même étage, un moment particulier a marqué la nuit. Un bruit étouffé, un cri étouffé, qui n'a duré qu'une fraction de seconde. Puis plus rien. Un silence lourd, presque inquiétant, s'est installé brusquement, comme si tout l'air du couloir avait été aspiré d'un coup. Ce silence, certains le racontent encore aujourd'hui, car ils ne l'ont jamais oublié. Il était dense, inhabituel, chargé d'une tension qui ne ressemblait à rien de ce que l'on entend dans un hôtel ordinaire. Ce qui se passe ensuite restera longtemps flou, rempli d'incertitudes, de versions contradictoires et de mots prononcés à demi-voix. On sait seulement qu'un moment de rupture a eu lieu dans cette pièce. Un moment où la discussion a cessé d'être une discussion. Où les émotions, déjà lourdes depuis des semaines, ont débordé de leur propre cadre. Où tout ce qui pesait sur leurs épaules s'est condensé dans un instant impossible à rattraper. Les experts médicaux parleront plus tard de traces indiquant une série de chocs rapprochés. On évoquera un nombre, 20, pour décrire l'intensité de ce qui s'est produit cette nuit-là. Mais le vrai tragique, ce n'est pas le nombre. C'est qu'à un moment précis, le corps de Marie n'a plus pu résister. Elle a vacillé, puis s'est effondrée. Le corps s'effondre, c'est ainsi que certains rapports le décrivent, avec une froideur presque insupportable. Une phrase simple pour raconter un instant qui a tout changé. Dans la chambre, l'horloge continue d'avancer, indifférente. À un moment, un appel est passé. Pas un appel de panique franche, mais une tentative de minimiser, de rassurer, comme si l'on cherchait encore à éviter de voir la gravité de ce qui venait de se produire. On parle d'un malaise, d'un accident, de quelque chose de soudain. Les secours arrivent. Ils trouvent Marie inerte, plongée dans un état qui inquiète immédiatement. Le couloir à nouveau devient silencieux.
Le même silence lourd que celui entendu plus tôt, mais cette fois chargé de l'ombre d'un drame irréversible. L'équipe médicale décide son transfert rapide à l'hôpital. Son état est critique, trop fragile. Le diagnostic tombe rapidement, et derrière les portes froides du service de réanimation, les visages des médecins se ferment. On tente tout, mais on comprend vite que le temps joue contre elle. Les heures passent, puis les jours. 4 jours suspendus, où chaque minute semble un combat silencieux entre l'espoir et l'inévitable. Sa famille accourt. Sa mère, Nadine, ne quitte plus sa chambre, tenant sa main comme si ce simple contact pouvait la ramener. Le 1er août, à 10h30, les machines cessent d'indiquer un retour possible. Le souffle de Marie s'éteint doucement. La nouvelle se répand dans l'hôpital comme une onde glacée. Dans les couloirs, certains membres du personnel baissent les yeux. À Paris, l'information frappe le pays de plein fouet. On parle d'un drame soudain, d'une nuit qui a tout brisé, d'une femme partie trop tôt, trop brutalement, trop silencieusement. Mais dans ce silence, quelque chose commence à se soulever. Un murmure, une prise de conscience. Et bientôt, une vague qui s'apprête à bouleverser toute la France. Lorsque Marie s'éteint le 1er août 2003, un silence étrange semble envelopper la France. Ce n'est pas un silence ordinaire, mais celui qui suit un choc collectif, comme lorsque l'on comprend qu'une lumière familière vient de disparaître, laissant derrière elle une ombre trop lourde pour se dissiper rapidement. Dans les médias, les journalistes parlent peu. Ils mesurent leurs mots. Certains disent que jamais une actrice n'avait autant touché l'âme du public par sa fragilité et son intensité. D'autres, plus discrets, avouent qu'ils n'arrivent tout simplement pas à commenter ce qu'ils ressentent. À l'hôpital, la famille de Marie reste rassemblée autour de son lit pendant les dernières heures. Nadine, sa mère, serre sa main comme pour maintenir un lien que rien ni personne ne pourra jamais rompre. Elle chuchote parfois, comme si elle voulait lui raconter encore un souvenir, un mot doux, une scène du passé. Jean-Louis, lui, passe de longs moments immobiles, les yeux perdus, la respiration lente. Il est cet homme pudique qui ne laisse presque jamais paraître ses émotions, mais ce jour-là, tout son corps semble trahir ce qu'il n'a jamais su dire. Le départ de Marie n'est pas seulement une douleur, c'est une déchirure. Les 4 enfants de Marie sont tenus à l'écart des détails. Trop jeunes, trop fragiles, trop proches, ils comprennent pourtant que quelque chose d'immense vient de s'effondrer dans leur vie. Une présence tendre, parfois maladroite, mais toujours sincère, disparaît soudainement. Plus tard, en grandissant, ils diront que l'absence de leur mère n'a jamais cessé de résonner comme un écho dans chaque étape de leur vie. Le 6 août, le cimetière du Père-Lachaise devient le point de rencontre d'un pays entier. Une foule inhabituelle, dense, douloureusement silencieuse, se presse autour du cortège. Des visages célèbres se mêlent à des anonymes. Catherine Deneuve avance lentement, les yeux baissés. Isabelle Huppert s'arrête longuement devant la photographie posée sur le cercueil. Michel Piccoli reste en retrait, les mains jointes. Tous semblent chercher une manière de lui dire adieu, mais aucune formule ne parvient à exprimer l'injustice de ce départ. Sur la tombe, une inscription simple, Marie Trintignant, 1962-2003. Rien de plus, pas d'épitaphe, pas de phrase grandiloquente, une sobriété qui reflète parfaitement la femme qu'elle était, intense mais pudique, puissante mais discrète. Pendant que la France rend hommage à sa mémoire, à Vilnius, la justice commence à examiner les faits. Les médecins livrent des rapports froids, techniques, qui décrivent les conséquences physiques observées sur Marie. Ces documents, sans jamais entrer dans les détails interdits, suffisent à transmettre la gravité de la nuit du 26 juillet. Les experts parlent d'une succession de chocs, d'un traumatisme majeur. Ils expliquent l'état dans lequel elle a été retrouvée, l'urgence dans laquelle elle a été transportée et les raisons pour lesquelles les équipes médicales n'ont jamais réussi à inverser le cours des choses. Le procès devient l'un des moments les plus suivis de l'année. Il ne s'agit pas d'un débat de spectacle, ni d'un drame médiatique, c'est une confrontation avec une réalité que beaucoup auraient préféré ne jamais voir. Dans la salle d'audience, les témoignages se succèdent. On parle de jalousie croissante, d'un climat de tension depuis plusieurs semaines, d'une relation qui s'est peu à peu enfermée sur elle-même. Les juges écoutent, les avocats argumentent, la salle retient son souffle. Quand le verdict tombe, 8 ans d'emprisonnement, dont une partie aménageable la France, se divise. Certains estiment que la sanction ne reflète pas la gravité du drame. D'autres invoquent les nuances du dossier, cherchant à comprendre plutôt qu'à condamner. Mais au-delà des opinions, une chose reste certaine. Rien ne pourra ramener Marie. Aucun jugement ne pourra apaiser la douleur de sa famille, ni celle d'un pays qui a perdu une artiste irremplaçable. Les mois qui suivent sont marqués par une vague de réflexion. On commence à parler différemment du silence dans les relations, des signaux faibles, des inquiétudes que l'on n'ose pas exprimer.
Les journalistes réexaminent la manière dont ils traitent ce type d'affaires. Les associations prennent la parole, demandant une prise en compte plus sérieuse des situations de détresse au sein des couples. Le nom de Marie revient souvent comme un exemple, un avertissement, un point de bascule dans la conscience collective. Pour sa famille, la reconstruction est un chemin lent. Nadine, quelques mois après, réalise un film hommage, Marie, mère et femme. Ce n'est pas un documentaire, ni un cri, ni une accusation. C'est une lettre d'amour. Une manière de montrer au monde la vraie Marie, celle que seuls ses proches connaissaient, une mère affectueuse, une femme drôle, sensible, pleine d'espoir malgré ses fragilités. Une femme qui méritait d'être célébrée pour sa lumière, pas seulement pour son absence. Aujourd'hui encore, ceux qui l'ont connue parlent d'elle, avec un mélange de tendresse et de tristesse. Ils évoquent son rire, son regard, son énergie imprévisible. Et surtout, ils répètent qu'elle aurait voulu qu'on se souvienne d'elle, non pas pour les circonstances de sa disparition, mais pour tout ce qu'elle a offert au cinéma, à l'art, à la vie. Avec le temps, le nom de Marie Trintignant dépasse largement le cadre du cinéma. Il devient un symbole, une onde qui continue de se propager bien après son départ. Chaque rediffusion de ses films provoque le même frisson, cette impression que son regard traverse encore l'écran pour atteindre quelque chose en nous. Dans chacun de ses rôles, on retrouve une vérité brute, presque trop honnête. Marie n'interprétait pas des personnages, elle les habitait. Et c'est peu, être pour cela, que son absence laisse un vide si particulier. Au-delà de l'artiste, c'est la femme que la société française apprend à redécouvrir. Son histoire bouleverse les mentalités et contribue à faire émerger une prise de conscience collective autour de la place qu'on accorde ou qu'on refuse au silence trop lourd des femmes en difficulté. Les débats qui suivent sa disparition secouent les plateaux télévisés, les colonnes des journaux et même les discussions du quotidien. On questionne la manière dont on perçoit les relations passionnelles, l'attention qu'on accorde aux signes d'alerte, la responsabilité sociale face aux situations qui se referment derrière une porte sans bruit. Le film réalisé par sa mère, Marie, mère et femme, devient un document précieux. Pas seulement pour l'hommage qu'il rend, mais pour ce qu'il révèle. Une douceur farouche, une tendresse rare, un humour discret. Il montre une Marie que le public connaissait trop peu, loin des caméras, loin des tapis rouges. Une femme qui aimait intensément ses enfants, qui écrivait des textes sombres dans ses carnets, qui cherchait encore sa propre lumière au milieu de ses doutes. Pour les nouvelles générations, son histoire devient un repère, un rappel que le talent ne protège pas des fractures invisibles et que la sensibilité peut être une force aussi bien qu'une vulnérabilité. Dans les écoles de cinéma, on parle encore de son intensité, de sa capacité unique à se fondre dans un rôle sans jamais trahir son authenticité. Dans les associations engagées, son nom revient comme un signal, une mémoire qu'on refuse d'effacer. La véritable portée de son parcours réside peu, être là, dans cette capacité à transformer une tragédie en un élan de vigilance, de solidarité et d'écoute. L'histoire de Marie rappelle que derrière les éclats de lumière se cachent parfois des zones d'ombre que personne ne devine. Et elle nous apprend que la compassion n'est jamais de trop, surtout quand quelqu'un avance avec un sourire qui ne dit pas tout. Marie Trintignant n'est plus parmi nous, mais son héritage, lui, continue d'agir dans le cinéma, dans la société, dans le cœur de ceux qui l'ont aimé et de ceux qui ne l'ont connu qu'à travers l'écran. Et peut être que la plus grande leçon qu'elle nous laisse est celle-ci. Il n'existe pas de vie trop brillante pour être fragile et aucune fragilité ne mérite d'être ignorée.